des milliers de litres de carburant frauduleux, une sortie réussie pour les contrôleurs du ministère en charge du commerce sur le terrain avec des gendarmes. L'opération a été menée dans la ville de Ouagadougou. La saisine, elle, a été remise à la SONABI pour traitement ou pour destruction. Le point dès le début de ce journal. Et si les vendeurs illégaux veulent passer à travers les mailles de la fiscalité, ce sera donc peine perdue. Dans ce journal, nous en saurons d'ailleurs davantage sur le CREDAF, le Centre des rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Ouagadougou va abriter à partir de demain 17 février la réunion d'un groupe de travail qui va se pencher sur l'élaboration d'un guide méthodologique d'aide à la mise en œuvre des conventions fiscales internationales. Notre invité est M. Paul Nikiema, directeur général des impôts. Bonjour à tous et bienvenue. Une sortie inopinée qui a permis de saisir plus de 10 000 litres de carburant illégal. Les agents contrôleurs du ministère en charge du commerce, en collaboration avec la gendarmerie nationale, ont mené hier matin une opération de saisie dans la ville de Ouagadougou. Le point avec Wendata Nathalie Kaouré. Nous sommes dans une des rues du secteur 27 de Ouagadougou. Ce vendeur de carburant est le premier à recevoir la visite inopinée des contrôleurs. L'air fâché, il est réticent aux questions et il refuse même de se conformer à la procédure. Je ne connais pas si madame. Non, c'est pas le Ici, environ 100 litres de carburant ont été saisis. Direction un autre quartier dans la périphérie de Ouagadougou. Nous sommes ici à la sortie sud de la capitale, au quartier Balkoui. Identifié et poursuivi dans la nuit du 14 février par la gendarmerie, le conducteur de ce véhicule qui transportait du carburant dans 149 bidons de 30 litres a pris la clé des champs. Non loin de ces lieux, c'est dans un domicile que les contrôleurs et les gendarmes découvrent une quantité importante de carburant. Ici, il a fallu 2 véhicules pour transporter les 600 bidons et les 11 fuites de carburant. Au même moment que cette équipe que nous avons suivie, 4 autres équipes sillonnaient la ville de Ouagadougou pour la même opération. Environ 5 heures après le début de l'opération, le carburant saisi a été transporté à la Nationale des hydrocarbures. En termes de bilan, la moisson a été bonne. On a plus de 10 000 litres quand même de carburant, tout carburant confondu, on a pu saisir. Ils ont fait des fautes. Il faut qu'ils viennent s'expliquer. Je crois même que c'est une faveur, qu'on pouvait les embarquer. Donc, comme ils sont identifiés, on les a invités, ils vont venir avec les factures. Comment ils ont fait pour avoir ce carburant? Puisque aucun litre de carburant ne doit rentrer sur le territoire à l'insu de la SONABI. La gendarmerie nationale a apporté un soutien de taille dans la conduite de cette opération. C'est une opération qui était en cours de préparation depuis un certain temps. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'identifier aussi bien les axes de trafic, les lieux de stockage et d'identifier certains individus qui s'adonnent à la pratique pour pouvoir mener cette opération. Des opérations du même genre se feront dans les jours à venir pour lutter contre le trafic et la vente illégale de carburant au Burkina Faso. Mais l'une des questions qui taraudent les esprits, c'est comment les contrevenants arrivent à échapper aux services de contrôle dans les frontières. Pour certains agents du ministère du Commerce, il serait mieux que ce ministère implante ses propres postes de contrôle au niveau des frontières pour renforcer le contrôle et éviter que ces produits n'arrivent sur le territoire burkinabé. À Bobo Dioulasso, c'est en toute légalité que l'entrepreneuriat agricole a été magnifié à travers une journée promotionnelle. Première du genre, la journée de la filière a ouvert ses portes donc dans la ville de Sia. Ce qui est donné à voir, c'est le savoir-faire des agriculteurs et ce qui est prôné, c'est leur autosuffisance alimentaire. Moumouni Barou. Entrepreneuriat agricole, un levier pour assurer durablement la sécurité alimentaire. C'est sous ce thème que se tient la première édition des journées promotionnelles de l'entrepreneuriat agricole des Hauts-Bassins. À l'occasion, une exposition des produits a lieu. Et parmi ces produits figurent en bonne place les céréales, les tubercules, les fruits et les produits forestiers non ligneux. Comme quoi, pour dire que l'entrepreneuriat agricole apparaît de nos jours comme un remède efficace pour garantir l'autosuffisance alimentaire. C'est un cadre très intéressant qui permet aux acteurs d'être ensemble, d'examiner sans complaisance la situation de l'entrepreneuriat agricole, de se donner des idées
et de proposer des solutions adaptées à leurs problèmes pour pouvoir avancer. Dans un premier temps, c'est de faire connaître les entrepreneurs agricoles et également attirer l'attention des décideurs pour qu'ils puissent appuyer notre initiative. Aussi faire prendre conscience à nous-mêmes les entrepreneurs agricoles que nous devions travailler aux côtés de l'État afin de booster notre agriculture et assurer la sécurité alimentaire. En marge de cette manifestation, une compétition a été organisée pour primer les meilleurs producteurs. Ainsi, par exemple, l'Union de producteurs du riz de Koumbia a gagné le premier prix spécial du Premier ministre d'une valeur de 3 200 000 francs CFA et le premier prix de la filière fruits est revenu à une productrice modèle. Il n'y a pas un secret, c'est le travail. Il faut beaucoup de courage dans ce que tu fais. Il faut la volonté. Le courage. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt car malgré les efforts consentis par l'État et les acteurs, quelques difficultés persistent. Nous avons des difficultés un peu, voilà, telles que les coûts des engrais, et puis les coûts des matériels, c'est serre. Des fois, il n'y a pas de clients. Pour répondre à ces préoccupations, le matériel agricole connaîtra une baisse au niveau fiscal et il est également prévu de créer un fonds pour aider les producteurs. Je vous le disais en titre, l'invité de ce Midi Magazine est M. Paul Nikema. Il est directeur général des impôts ici au Burkina. Bonjour M. Nikema. Bonjour madame. Alors la direction générale des impôts du Burkina organise avec le centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF, la deuxième réunion d'un groupe de travail. Quelle est donc la teneur de cette rencontre que va abriter Ouagadougou? Alors ce groupe de travail réunit d'abord des experts de 9 pays qui devront se pencher sur le guide que vous avez tantôt annoncé. En réalité, les actions de ce groupe s'inscrivent dans le programme d'activité qui a été défini par l'Assemblée générale tenue à Brazzaville en mai 2013. Et c'est pourquoi, à partir de demain, à partir du 17 jusqu'au 19, ce groupe devra se réunir encadré par 2 experts venus de Belgique et du Sénégal. Devra permettre de finaliser le guide. Je rappelle d'abord qu'un premier groupe s'est réuni à Alger courant décembre pour définir un peu le plan détaillé, pour finaliser le plan détaillé et définir le contenu du guide. C'est ainsi que la réunion de Ouagadougou devra finaliser et amender un peu le travail qui a déjà été fait afin de présenter ce guide à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra à Abidjan. Alors c'est un guide méthodologique qui va aider à la mise en œuvre des conventions fiscales internationales. Tout à fait. Le Burkina Faso va sans doute en bénéficier. Oui. Mais dites-nous quelles sont ces conventions et surtout quel est leur impact dans un contexte national. Vous savez, sur le plan fiscal, les pays coopèrent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les accords d'échange de renseignements. Et l'objectif de tout ça, c'est un peu pour promouvoir l'assistance administrative, promouvoir un peu l'échange de renseignements entre administrations. Et le niveau le plus élevé, c'est la convention fiscale entre les pays. Il peut s'agir de conventions qui réunissent plusieurs pays, des conventions multilatérales ou des conventions bilatérales. Ce sont des conventions qui permettent l'assistance administrative, l'échange de renseignements et l'objectif final, c'est de pouvoir lutter un peu contre la fraude et l'évasion fiscale. Et donc, ces conventions-là sont bien sûr définies en accord avec les États qui vont les signer. Est-ce qu'il n'y a pas des États peut-être qui en bénéficient plus que d'autres ? Non, puisque avant de signer la convention ou bien les accords de partage et d'échange de renseignements, c'est les 2 parties qui s'asseyent, qui définissent ce qui les convient. Il n'y a pas à imposer des actions à la partie adverse. C'est sur la base des négociations qu'on arrête toutes les bases de la coopération et on ficelle tout ça par un document qui peut être un accord d'échange de renseignements ou une convention. Alors, 9 pays dont le Burkina Faso constitue donc ce deuxième groupe de travail du CREDAF. Comment vont se dérouler les travaux ? Je crois que les travaux seront conduits par les 2 experts. Je vous disais tantôt qu'ils ont déjà un projet qui a été préparé depuis Alger. Et les experts ont essayé de
compiler les contributions des différents pays, les experts des 9 pays membres. Et sur cette base-là, ils auront à améliorer le document qui est préparé, le finaliser, afin que l'Assemblée générale qui est prévue à Abidjan en mai prochain puisse véritablement le valider. C'est ça un peu. Mais comment ça va, les travaux vont se dérouler, je crois qu'il appartient aux experts de conduire cela. C'est des travaux en atelier d'abord, ensuite ils vont mettre tout cela en commun. Et quels sont justement les différents participants, quels sont leurs profils, on va dire? Le profil, c'est les experts des pays membres qui ont été identifiés. Il y en a 9, dont le Burkina Faso, qui a accepté d'accueillir cette dernière réunion. Mais en général, c'est des praticiens du droit qui sont vraiment aguerris en la matière. Et je dois dire que nous sommes assistés également par une institution internationale qui est chargée de la documentation fiscale, qui prend part aux travaux. Alors donc les travaux vont s'ouvrir demain 17 février et ce jusqu'au 19 février. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Paul Nikiema d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc directeur général des impôts ici au Burkina Faso et vous êtes venu parler de la deuxième réunion donc du groupe de travail du centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales en abrégé CREDAF. La rencontre aura lieu du 17 au 19 février à Ouagadougou. La suite du journal nous conduit à Houndé, dans le Tui, où les députés du groupe parlementaire Convention des forces républicaines CFR ont réaffirmé leur position favorable à la mise en place du Sénat. Les journées parlementaires du groupe CFR ont servi de cadre pour réitérer un soutien indéfectible au président Blaise Compaoré. À la fin des travaux, une déclaration dite de Houndé a été élaborée sous Grinoma Ibrahim Guigma. Dans ce qu'ils appellent déclaration de Houndé, Palgim Sambaré et ses collègues députés membres du groupe parlementaire Convention des forces républicaines CFR ne laissent planer aucun doute sur leur position dans le débat politique actuel autour de la mise en place du Sénat et de la révision éventuelle de l'article 37 de la Constitution. Nous, députés membres du groupe parlementaire Convention des forces républicaines CFR, examinant la situation politique nationale, réaffirmons notre soutien à l'œuvre de construction nationale du président du Faso, M. Blaise Compaoré. Encourageons et soutenons la médiation interne en cours. Réaffirmons notre position par rapport au Sénat, quel qu'en soit le format et le délai de sa mise en place. Invitons les acteurs de la scène politique nationale à privilégier le dialogue au sujet d'une éventuelle modification de l'article 37 de la Constitution en vue de préserver la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Au moment où on débattait sur la mise en place du Sénat, dans sa déclaration, le groupe CFR a dit qu'il était favorable à la mise en place du Sénat. Ensuite, il y a eu les rapports circonstanciés et les questions d'un format réduit et tout. Donc, nous ne changeons pas, mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous sommes logiques avec nous-mêmes. Maintenant, disons encore, par rapport à cette éventuelle révision de l'article 37, le dialogue doit se poursuivre. Pour l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT, l'Union pour la République UPR, la Convention des forces démocratiques du Burkina CFDB et le Rassemblement pour le développement du Burkina RDB, tous partis politiques membres du groupe CFR, ces journées parlementaires qui s'achèvent sont une réussite en ce qu'elles marquent la cohésion au sein du groupe et la loyauté aux alliés. Pendant ce temps, la course au siège se poursuit dans les localités concernées par les élections municipales partielles. À Tanguin, secteur 17 de Ouagadougou, l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT a tenu un meeting au cours duquel un seul message a été véhiculé, la victoire au soir du 23 février prochain. Jacques Lamissa Tarpaga revient sur l'ambiance de ce rassemblement à l'arrondissement 4. Des militants de l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT, il y en avait ce samedi après-midi au secteur 17. Anatole Bonkongo se transfuge du parti au pouvoir, veut reconquérir la mairie du 4e arrondissement et il entend pour commencer rappeler les 6 sièges à pourvoir dans ce secteur à travers ce message. C'est un message de paix,
un message de paix pour qu'ensemble, au soir du 23 février, lorsque l'ODT va remporter la victoire, qu'ensemble nous travaillons à la réconciliation des fils et filles de l'arrondissement numéro 4, qui a tant souffert. Ici, chefs traditionnels, anciens, femmes et jeunes affirment leur attachement à l'ODT et lui assurent une victoire à 100% le 23 février prochain, jour des élections municipales partielles. Le candidat le plus en vue du parti en est confiant. Je crois très sincèrement à cette population, vous avez pu le constater, c'est un monde fou qui est sorti, un monde qui n'a pas attendu, une population qui n'a pas attendu qu'on les tende 1000 francs ou qu'on les propose une moto, mais ils sont venus pour suivre notre message et cela en tout cas nous rassure qu'au soir du 23 février, en tout cas l'ODT va remporter les 6 sièges du secteur 17. Pour y arriver, il faut encore mobiliser. Tous les moyens sont utiles pour faire passer le message et cette parodie n'est pas de trop. Restons encore dans le même arrondissement, mais dans le secteur 18, où l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain est aussi en lice pour les 20 sièges à pourvoir. Pour les responsables de l'ADF-RDA, la gestion de la mairie leur incombera le 23 février. Bouma Ernest Nebié. Venus de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Bama et d'autres localités, les militants de l'ADF-RDA se sont donné rendez-vous à Dandé pour soutenir leurs camarades afin de conquérir la mairie de cette localité à l'issue des élections municipales partielles du 23 février 2014. Je pense que nous avons en tout cas le potentiel qu'il faut pour bien gérer une mairie dans la transparence, dans la justice, dans l'équité. Et ceci dit, nous veillerons aussi à ce que les populations de Dandé soient vraiment associés à la gestion de la ville. Et selon le président du parti de l'éléphant, les électeurs devraient être convaincus que seul son parti détient la clé du développement de Dandé. Lors des dernières élections, nous avions de justesse failli prendre la mairie de Dandé. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de repartir aux urnes et nous pensons que c'est l'occasion rêvée pour nous pour aujourd'hui obtenir la majorité absolue parce qu'il nous manquait en fait un conseiller pour partager les voix à Dandé ici. Et nous pensons que si ces élections-là nous permettent d'avoir les conseillers qui nous manquaient, nous sommes capables de diriger la mairie de Dandé. Quant au secrétaire général de la sous-section de l'ADF-RDA à Dandé, d'autres stratégies sont envisagées pour mobiliser les militants. Nous avons mis la stratégie de porte en porte et organisation auprès de la jeunesse, des femmes, des vieux, tout ce qui peut nous arranger et tout ce qui pourrait nous faire aboutir à un bon résultat. Environ 2 heures d'horloge, c'est le temps qu'ont mis les cadres du parti pour galvaniser les militants de Dandé afin d'obtenir une victoire éclatante. Pour cela, les militants ont affiché leur engagement à respecter les consignes du parti. Vous l'aurez rectifié, c'est donc l'ADF-RDA à Dandé dans la région des Hauts-Bassins. Et puis, c'est le même message que le Parti de l'éléphant a transmis donc aux militants de l'arrondissement 4 ici à Ouagadougou. Et donc, le reportage est maintenant de Bouma Ernest Nebié. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA veut conquérir la mairie du 4e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Une conquête qui passe par la recherche de l'électorat. À ce meeting au secteur 18 du 10 arrondissement, les responsables du parti ont demandé aux populations de leur faire confiance et de voter massivement pour le parti le 23 février prochain. Pour eux, si la mairie de l'arrondissement a connu des problèmes de gestion, c'est parce que le parti de l'éléphant n'y avait pas de représentants. L'échec présent, et je pense que si ça a échoué, c'est parce que l'ADF-RDA n'a pas envoyé un représentant. Sinon, on aurait dû enseigner la sagesse de l'éléphant et que notre mairie n'allait pas partir comme ce qui se fait présentement. Nous disons et nous répétons clairement, si la population veut le développement de l'arrondissement 4, ils vont se démasquer des autres partis en votant pour l'ADF-RDA pour que notre mairie vive dans la paix. Nous lançons un appel à tous les militants de l'arrondissement 4 de voter massivement pour l'ADF-RDA, pour la paix, pour la liberté. Avant la fin de la campagne, il est envisagé par le parti, en plus des meetings, une caravane qui fera le tour des 4 secteurs de l'arrondissement pour convaincre davantage les populations.
Et puis la stratégie adoptée par le Congrès pour la démocratie et le progrès a été de faire le point des grandes actions réalisées jusque-là. Aux militants et sympathisants du secteur 20 de Ouagadougou, la consigne des dirigeants du parti au pouvoir a été de voter massivement le CDP. Le meeting du parti dans l'arrondissement 4 nous est rapporté par Moumouni Soubeiga. 20 candidats conseillers, 20 conseillers élus. C'est l'ambition affichée par la direction provinciale des campagnes du CDP Kadiogo. Devant les militants de Polesgo, elle a sollicité un vote massif du parti majoritaire. Pour ces responsables du CDP, des actes concrets ont été posés par leur parti pour assurer le développement de l'arrondissement 4. Pour cela, ils ont invité la population du secteur 20 à leur faire confiance. Ce que nous avions voulu apporter, c'est vraiment l'espoir. À chaque fois que dans un secteur, vous avez une zone qui est non lotie ou une zone qui est lotie où la répartition n'a pas été faite, c'est vraiment un secteur à problème. Et voilà pourquoi ce soir nous avions tenu à leur faire comprendre que le choix du maire peut compter et nous allons suivre toute la procédure et faire en sorte que si le CDP est élu, que nous puissions faire en sorte que les populations vraiment n'aient pas de difficultés en matière de distribution de parcelles. La mobilisation elle a été de taille et nous sommes vraiment confiants. À Polesgo, les femmes, les anciens et les jeunes ont renouvelé leur soutien indéfectible au CDP, mais en retour, ils attendent plus d'emplois et d'infrastructures sociales pour leur épanouissement. De son côté, la direction provinciale des campagnes du CDP s'est engagée à trouver des solutions aux problèmes posés. C'est un secteur en construction, dont les besoins sont multiples. Il y a déjà eu des réalisations, mais nous disons ce soir que le CDP veut poursuivre la mise en œuvre de son programme dans ce secteur. Dans le programme d'assainissement, de l'eau, de consommation, des voies, des écoles, des routes, tout ce qui peut aider à la gestion de proximité du bien-être des populations de ce secteur. Suite aux doléances faites, des particuliers ont pris l'engagement de prendre en charge le permis de conduire de plusieurs jeunes du secteur 20. Sur place, l'association des jeunes commerçants de Ouagadougou a aussi remis 20 téléphones portables pour les futurs conseillers. 11 partis politiques sont en course pour la conquête de l'arrondissement 4 et le CDP a promis de récompenser à hauteur de 3 millions de francs CFA le secteur qui aura réalisé le meilleur score le 23 février prochain. Dans un tout autre registre, c'est sur une note de satisfaction que s'est achevé le 4e Forum international Afrique et Beauté. La valorisation des plantes pour lutter contre la dépigmentation en Afrique de l'Ouest, c'est sous cette thématique que s'est tenue la rencontre internationale. Les acteurs venus de plusieurs pays ont aussi formulé des recommandations que nous présente Kadi Sanogo. Le 4e Forum international Afrique et Beauté a réuni 4 jours durant les acteurs locaux et internationaux intervenant dans les filières de valorisation des plantes et des connaissances traditionnelles de l'Afrique dans les domaines de la beauté et de l'artisanat. La rencontre a abouti sur la nécessité de préserver la biodiversité au Burkina, qui est une source de connaissances et un potentiel de valorisation dont les populations peuvent profiter. Elles peuvent mettre en place des partenariats gagnant-gagnant où chacun des acteurs est respecté. L'accompagnement de l'État n'est pas à négliger dans le domaine du partenariat. Nous avons également beaucoup travaillé sur les nouvelles réglementations qui doivent se mettre en place au niveau international, ce qu'on appelle le protocole de Nagoya, qui a été signé par le Burkina et qui va demander beaucoup de travail à l'ensemble de ces acteurs pour se mettre en accord avec ces réglementations. Donc nos réflexions ont été transmises à Madame le ministre et nous pensons que nous pouvons aider par nos réflexions la mise en place de ces mesures. L'une des recommandations de ce 4e forum est la lutte contre la dépigmentation, d'où l'interdiction de l'importation et de la mise sur le marché des produits cosmétiques. Pour ma part, j'ai pris l'engagement de veiller à ce que les femmes puissent prendre conscience des avantages et des inconvénients de la dépigmentation de la peau. Parce que pendant un moment, elles peuvent paraître très belles, mais avec le temps, la peau se dégrade, la peau se détruit et certaines sont victimes de vieillissement précoce à cause de l'apparence que la peau finit par prendre. À l'occasion du Forum
National Afrique Beauté a remis 2 bourses à 2 étudiants burkinabés, soit une en écologie animale et l'autre pour la mise en place du protocole de Nagoya. Dédougou va bientôt abriter la 12e édition du FESTIMA, le Festival international des masques et des arts. L'édition 2014 prévoit accueillir 45 groupes venant de 6 pays d'Afrique de l'Ouest. L'Association pour la sauvegarde des masques, initiatrice de l'événement, a décliné les enjeux de la manifestation prévue s'ouvrir dans quelques jours. Abdul Rasmane Zongo, reportage. Masque, dialogue culturel et paix en Afrique, c'est sous ce thème que s'ouvrira très bientôt l'édition 12 du FESTIMA, Festival international des masques et des arts de Dédougou. À quelques jours de l'événement, les organisateurs ont rencontré les hommes des médias. Beaucoup d'innovations, d'abord les groupes. Il y a beaucoup de groupes qui ne sont jamais venus à cette édition, que ceux qui auront l'occasion pourront découvrir, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Même le groupe du Bénin qui va venir, ça sera d'autres types de prestations qui seront présentées. Et il y a la Gambie aussi qui est annoncée. Au niveau national, il y a pas mal de groupes aussi qui seront des groupes qui vont venir pour la première fois. Et comme deuxième innovation majeure, c'est les réflexions et les échanges. Et là, il y aura beaucoup de panels d'échange autour de la mise en œuvre et de la Convention du patrimoine culturel immatériel en Afrique de l'Ouest. Il y aura aussi 2 grandes conférences en lien avec le thème de l'édition. Du 24 février au 2 mars 2014 se tient le 12e rendez-vous du FESTIMA, Festival international des arts et des masques de Dédougou, dont l'une des missions est de contribuer à la promotion et à la sauvegarde du masque africain. L'édition 2014 du FESTIMA a un budget prévisionnel de près de 60 millions de nos francs et est placé sous le haut patronage du président de la commission de la CEDEAO. Le cinéma, à présent, avec Insouciance Vie, une fiction qui traite des différents problèmes que connaissent plusieurs familles africaines. C'est une coproduction de la RTB avec les films du Yona, qui du reste matérialise l'une des recommandations du dernier séminaire de formation des radios-télévisions francophones. La sortie en salle du film est prévue pour le 3 mars prochain. Sali Lana nous propose un avant-goût. La nouvelle année s'annonce particulièrement riche dans les salles obscures, avec des sorties ciné très attendues en 2014. Après La Villa Rouge de Boubacar Diallo, sorti le 3 février dernier, voici des extraits de séquences d'un film que vous verrez très prochainement dans les salles de ciné. Allô Faisal, écoute, tu soulèves la poussière tout de suite et tu arrives là, on t'attend. En tournage à Bobo Dioulasso, le film Insouciance de vie du réalisateur Mamadou Yanou est une fiction qui évoque l'évolution de nos sociétés. Une évolution qui ne tient pas souvent compte du contexte sociétal et des moralités socio-culturelles. C'est une histoire d'inceste, c'est-à-dire une femme qui était destinée à quelqu'un à Abidjan. Et cette femme, avant de partir à Abidjan, ce monsieur avait refusé d'accepter la femme. On a tenté de mettre en scène une situation assez bouillante, là où pleine d'émotions, là où on va montrer un peu de gauche à droite les affaires de foyer, les infidélités, la société qui est parfois injuste vis-à-vis de les hommes qui sont parfois injustes vis-à-vis de leurs camarades. Et pour sa réalisation, Mamadou Yanou, à travers sa structure Les Films du Yona, est en coproduction avec la RTB. Un partenariat public-privé qui s'inscrit dans les recommandations de la dernière rencontre des radios-télévisions francophones. Pour cette coproduction, le réalisateur bénéficie de la RTB, du matériel technique et d'un personnel qualifié. Nous sommes vraiment très touchés par cette confiance que la télévision nous fait et aussi nous leur exerçons de nous accompagner et d'accompagner aussi toutes les sociétés qui voudraient aussi produire. Parce que sans la coproduction, je ne pense pas que le cinéma puisse avancer. Le cinéma a besoin de partenariats. Une seule personne ne peut pas produire une œuvre. Les œuvres coûtent cher et il faut des partenariats, il faut des subventions. Nous sommes là en tant que techniciens de l'image et du cadre dans ce cadre-là. Et sur ce film, nous utilisons non seulement une caméra fixe, mais aussi nous tournons
en steadicam afin donc d'accompagner les mouvements pour rendre le film beaucoup plus dynamique. Insouciance de vie va révéler de nouveaux talents. Pas de comédien professionnel, exception faite de Hippolyte Wangrawa, plus connu sous le nom de Babwanga, à qui le réalisateur a fait appel pour scotcher ces jeunes qui font leur premier pas dans le métier. Lamine Sanou et Aïssata Ganou sont de ceux-là. Ils sont les acteurs principaux du film que vous découvrirez le 3 mars prochain en salle. Une page triste dans ce journal. Edouard Moussa Yamyogo a été inhumé hier samedi à Koudougou. L'ancien ministre Edouard Moussa Yamyogo est décédé à l'âge de 79 ans le 7 février dernier. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule composée de parents, d'amis, mais aussi d'autorités nationales. Jonas Wemba, Isaïe Parkouda. Edouard Moussa Yamyogo repose désormais dans le caveau familial, 6 au secteur 10 de sa ville natale, Koudougou. C'est dans ce domaine que la cérémonie des obsèques de l'illustre disparu est organisée. Décédé le 7 février dernier à Ouagadougou, la dépouille mortelle est arrivée ici au domicile funèbre de la famille Yamyogo ce vendredi 14. Là, des prières d'intercession sont dites pour le repos de son âme. La messe d'Absout s'est déroulée ce samedi 15 février, suivie de son inhumation dans ce caveau où reposent déjà ses parents et grands frères. Son départ, c'est douloureux, mais qu'est-ce que vous voulez? L'homme, c'est ça. Il faut un jour partir. Et il souffrait. Il souffrait et je n'étais pas heureux de le voir souffrir. Voilà. Si le Seigneur l'a pris dans son paradis, nous sommes encore plus heureux et nous prions Dieu pour qu'un jour on se retrouve. Je suis profondément triste. J'ai comme le sentiment que c'est une page glorieuse de l'histoire du Boulkiemde qui est en train de se tourner. Parce que comme vous savez, celui que nous pleurons aujourd'hui a porté très haut les couleurs non seulement de Koudougou du Boulkiemde mais de notre pays. Ingénieur agronome à la retraite, l'évocation du nom d'Edouard Yamyogo renvoie entre autres à la Société africaine de pneumatique, à la Société burkinabé de brasserie, à la Société nationale des eaux aux ors de Onea, à la Société africaine d'électricité de nos jours Sonabel. Il a servi son pays avec dévouement, abnégation et amour, comme l'ont témoigné les différents intervenants. De décembre 1965 au 3 janvier 1966, il est ministre d'État chargé du développement national. De février 1971 à juillet 1977, sous la présidence d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, il assume les fonctions de ministre du Plan, de l'Industrie et des Mines. Le gouvernement, en dépêchant cette mission, a entendu prendre acte que des hautes personnalités de notre pays construisent et qu'à un moment donné, ils nous quittent. Ça, c'est les règles de la nature. Mais le gouvernement souhaite que les actions de construction, le courage de ce grand monsieur, sa générosité puisse inspirer les autres générations, puisse inspirer les autres citoyens du Burkina Faso. Edouard Yamyogo a tiré sa révérence devant l'Éternel. Il laisse derrière lui une veuve, 4 enfants et 4 arrière-fils. Et puis, la mort a encore frappé la grande famille de la RTB. Notre confrère Ibrahim Zongo, affectueusement appelé le doyen par ses confrères, a été arraché ce matin à notre affection. Ibrahim Zongo, qui était journaliste au service des informations et des reportages de la radio Burkina, est né en 1959. Il a officiellement pris service en 1980 et c'est en 1992 qu'il est arrivé à la RTB après avoir servi l'AIB. L'enterrement est prévu cet après-midi, même dans son village natal, dans le Boulkiemde. Toute notre compassion à la famille endeuillée. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne reprise de travail à toutes et à tous.